Chapitre 1. Les fondements de la trahison. Le colonel Aaron Weaver ajustait son gilet tactique tandis que son fils afghan s'acharnait sans relâche sur la base opérationnelle avancée de Chapman. À 34 ans, il était le plus jeune colonel titulaire de l'histoire de la Delta Force, une distinction obtenue grâce à 15 années de dévouement indéfectible à son pays et à une capacité quasi surnaturelle à orchestrer des opérations militaires complexes. Son regard d'acier, qui avait vu plus de morts que la plupart des hommes 2 fois plus âgés que lui, détenait des secrets qui ne seraient jamais déclassifiés. Le mariage d'Aaron avec Samantha Higgins avait été digne d'un conte de fées 7 ans plus tôt. C'était une superbe assistante sociale blonde originaire de Virginie, aux yeux émeraudes qui semblaient promettre l'éternité. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité militaire où elle était bénévole, et Aaron avait été immédiatement captivé par son apparente compassion pour les vétérans. Leur fils, Daniel Weaver, âgé de 6 ans, possédait l'intelligence vive d'Aaron et les traits saisissants de Samantha. Ce que Samantha ignorait, c'est que les déploiements d'Aaron n'étaient pas de simples missions militaires classiques. Son unité de la Delta Force, baptisée Phantom, était spécialisée dans des opérations secrètes qui n'existaient officiellement pas. Aaron disposait d'un budget à faire pâlir d'envie les petites nations, avec des ressources dépassant largement les circuits militaires conventionnels. Il avait des contacts dans les agences de renseignement, le crime organisé et les conseils d'administration d'entreprises sur 6 continents. De retour chez elle à Fort Bragg, en Caroline du Nord, Samantha menait une double vie depuis 8 mois. Sa liaison avec Raphaël Baxter, un entraîneur personnel au discours flatteur travaillant à la salle de sport locale, avait commencé par un flirt, mais avait rapidement dégénéré en quelque chose de plus sinistre. Raphaël, ancien combattant d'arts martiaux mixtes au casier judiciaire fermé par les tribunaux pour mineurs, avait convaincu Samantha qu'Aaron n'était qu'un simple soldat sans avenir. La manipulation de Raphaël était calculée et cruelle. Il avait isolé Samantha de ses amis, l'avait convaincu qu'Aaron ne l'aimait pas vraiment et l'avait progressivement retourné contre son propre mari. Le pire, c'était son hostilité croissante et ses violences psychologiques envers Daniel, le fils bien-aimé d'Aaron. Le garçon avait commencé à faire des cauchemars. Mais Samantha, aveuglée par le charme et les mensonges de Raphaël, ignorait les craintes de Daniel, les considérant comme le fruit de son imagination. Le point de rupture survint lorsque Raphaël emménagea chez Aaron, dormant dans son lit et persuadant Samantha de changer les serrures. Il alla même jusqu'à jeter les effets personnels d'Aaron, dont des photos de famille et des décorations militaires. Mais la plus grande erreur de Raphaël fut de sous-estimer la véritable identité d'Aaron Weaver. Le père d'Aaron, Herman Weaver, avait été un chef de police respecté dans leur ville natale de Fayetteville jusqu'à sa récente retraite. La tradition militaire coulait dans les veines de la famille. Le père d'Herman avait servi en Corée, et le frère cadet d'Aaron, Nathan Weaver, était alors Navy SEAL. Les hommes Weaver étaient connus pour leur loyauté, leur nature protectrice et leur impitoyabilité face à la trahison. Alors qu'Aaron terminait son dernier briefing de patrouille, examinant les rapports de renseignement et coordonnant ses actions avec les forces afghanes locales, il ignorait totalement que son univers soigneusement construit était sur le point de voler en éclats. Son téléphone satellite, réservé aux communications d'urgence, restait silencieux dans son équipement tactique. L'appel qui allait tout changer était encore loin. Pendant ce temps, Raphaël s'enhardissait dans son manque de respect. Il avait commencé à dire à Daniel qu'Aaron ne reviendrait jamais, qu'il était son nouveau papa et que le garçon devait oublier ce soldat raté. Lorsque Daniel refusait et pleurait pour son vrai père, Raphaël s'emportait, déclenchant des violences verbales qui s'aggravaient lentement vers des horreurs plus graves. Samantha, autrefois une mère attentionnée, était devenue une étrangère pour son propre fils. L'influence de Raphaël l'avait empoisonné contre Daniel, l'a persuadé que le garçon était irrespectueux et avait besoin de discipline. Elle avait commencé à considérer Daniel comme un obstacle à sa nouvelle relation plutôt que comme un enfant innocent pris dans un cauchemar d'adulte. Tout était prêt pour une confrontation qui mettrait à l'épreuve tous les principaux qu'Aaron chérissait et révélerait une facette de lui que ses ennemis avaient appris à craindre. Chapitre 2, le bouleversement. L'appel arriva à 3 heures, heure locale. Aaron révisait les derniers paramètres de sa mission, censée être sa dernière opération avant son retour. La sonnerie rauque du téléphone satellite transperça le silence du désert comme une lame de rasoir. Ton pathétique père est mort, jeune soldat. La voix de Raphaël transperça d'une joie malicieuse la ligne cryptée. Crise cardiaque la nuit dernière. Le vieux flic n'a sans doute pas supporté de savoir à quel point son fils s'était révélé être un raté. Le sang d'Aaron se glaça. Son père était en parfaite santé lorsqu'il s'était parlé 3 semaines auparavant. Herman Weaver n'avait que 58 ans, courait 8 km chaque matin et avait la constitution d'un homme 2 fois plus jeune.
Le prochain, c'est ton fils s'il refuse de m'appeler papa, poursuivit Raphaël, son rire résonnant dans la connexion. Le petit Danny a été vraiment têtu à accepter sa nouvelle situation familiale. Il a peut-être besoin d'une motivation plus forte. En arrière-plan, Aaron entendait les sanglots déchirants de son fils. Je veux mon vrai papa. Quand rentre-t-il à la maison? S'il te plaît, maman. Quand papa rentre-t-il? Puis la voix de Samantha, froide et venimeuse. Arrête de pleurer, Daniel. Ton père ne se soucie plus de nous. Raphaël est ta famille maintenant. Ne nous contacte pas et occupe-toi de tes affaires. Aaron, ajouta Samantha en s'adressant directement au téléphone. Nous sommes passés à autre chose. Tu devrais aussi. La ligne fut coupée. Aaron se tenait immobile dans l'obscurité afghane. Son esprit traitait les informations avec la même précision calculée qu'il appliquait aux opérations militaires. Mais sous la surface, quelque chose de primitif et de dangereux s'éveillait. Quelque chose qui avait été forgé en 15 ans de guerre et affiné par d'innombrables opérations secrètes. Son premier appel fut adressé à son contact des renseignements, le major Emmanuel Henderson, qui effectuait des vérifications d'antécédents approfondis pour les opérations de la Delta Force. J'ai besoin de toutes les informations sur Raphaël. Baxter, civil, probablement la trentaine, région de Fort Bragg, et j'en ai besoin dans les 6 heures. Son deuxième appel était destiné au partenaire de longue date de son père, l'inspecteur Ron Chambers de la police de Fayetteville. La voix de Ron était lourde de chagrin et de suspicion lorsqu'il a répondu. Aaron, mon fils, je suis vraiment désolé. Herman s'est effondré hier soir. Le rapport du coroner ne sera pas prêt avant plusieurs jours, mais quelque chose cloche. Ton père était en parfaite santé et il était mort d'inquiétude à propos d'une affaire impliquant Samantha et Daniel. Aaron a serré les dents. Quel genre d'inquiétude? Il posait des questions en ville. Apparemment, un type a été vu près de chez toi et les voisins ont signalé des échanges de cris. Herman a essayé d'appeler Samantha à plusieurs reprises la semaine dernière, mais elle n'a pas répondu à ses appels. La veille de sa mort, il m'a dit qu'il comptait aller voir Daniel en personne. L'esprit tactique d'Aaron a commencé à relier des points qui ont dressé un tableau terrifiant. Son père n'était pas mort de cause naturelle. Il avait été éliminé car il était sur le point de découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Daniel. Au cours des 4 heures suivantes, Aaron passa une série d'appels qui auraient terrifié quiconque connaissait les ressources à sa disposition. Il contacta le docteur Ivan Moore, un médecin légiste qui lui devait plusieurs faveurs suite à une opération secrète en Europe de l'Est. Il contacta Derek Henry, un ancien agent de la CIA qui dirigeait désormais une société d'enquête privée spécialisée dans la surveillance intérieure. Et surtout, il appela son frère Nathan, dont l'équipe des SEAL était actuellement en attente d'un déploiement rapide. La voix de son frère Nathan était tendue par une rage contenue lorsqu'Aaron expliqua la situation. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai besoin que tu ailles à Fayetteville et que tu protèges le corps de papa avant qu'il ne puisse l'incinérer. Fais preuve de toute l'autorité dont tu disposes. Et Nathan, si quelqu'un essaie de t'en empêcher, souviens-toi que c'est de la famille. La décision suivante d'Aaron fut peut-être la plus effrayante. Il contacta Manuel Wolf, un ancien agent de Delta reconverti dans ce que l'armée appelait par euphémisme le Conseil en sécurité privée. Les services de Manuel étaient coûteux, totalement illégaux et absolument intraçables. J'ai besoin d'un package complet, dit Aaron à Manuel sur un canal crypté. Surveillance, collecte de renseignements et préparation de scénarios. Le calendrier est accéléré. Le budget est illimité. À l'aube sur les montagnes afghanes, Aaron Weaver commença à planifier ce qui allait devenir l'opération la plus personnelle et la plus impitoyable de sa carrière. Mais d'abord, il devait rentrer chez lui sans prévenir Samantha et Raphaël de ses intentions. Le commandant d'Aaron, le général Roman Valencia, était un vieil ami de la famille qui avait servi aux côtés d'Herman Weaver à ses débuts. Lorsqu'Aaron demanda un congé d'urgence, Valencia jeta un coup d'œil à son expression et l'approuva sans poser de questions. Prenez tout le temps qu'il vous faut, colonel et Aaron. Si vous avez besoin de quoi que ce soit qui ne soit pas exactement réglementaire, je ne vous l'ai pas dit. Alors que le transport militaire d'Aaron décollait de Chapman, l'emportant vers un jugement de 7 ans de préparation, il lança un dernier appel. Celle-ci était destinée à Lester Piper, un juge fédéral qui avait été le mentor d'Aaron à West Point et qui lui devait encore une faveur concernant le non-lieu discret des accusations de drogue portées contre son fils. Monsieur le juge, j'ai besoin d'une injonction du tribunal des affaires familiales préparée, scellée et prête à être exécutée immédiatement,
et je devais être à l'abri des balles. La vie de mon fils pourrait en dépendre. L'avion s'est incliné vers la maison, transportant un homme qui venait de passer du statut de mari et de père à celui de quelqu'un de bien plus dangereux. Un colonel de la Delta Force aux ressources illimitées et qui n'avait plus rien à perdre. Chapitre 3. La reconnaissance. Le retour d'Aaron sur le sol américain a été orchestré avec la précision d'une insertion militaire. Au lieu de voler directement vers Fort Bragg, il a atterri sur un aérodrome privé en Virginie où Derrick Henry l'attendait avec une berline quelconque et un briefing complet des services de renseignement. Votre fils Nathan a sécurisé le corps de votre père. Derek a fait son rapport alors qu'il roulait dans l'obscurité précédant l'aube. L'examen préliminaire du docteur Moore a révélé des traces de digitaline dans l'échantillon de sang, suffisamment pour provoquer un arrêt cardiaque chez un homme en bonne santé. C'est subtil, difficile à détecter à moins de savoir quoi chercher, et totalement intraçable après 48 heures. Aaron serra les poings. Son père avait été assassiné. Raphaël Baxter, continua Derek en lui tendant un épais dossier. De son vrai nom Raphaël Santos Baxter, 29 ans, ancien combattant amateur de MMA, casier judiciaire vierge pour agression. C'est là que ça devient intéressant. Il ne travaille pas seul. Aaron a ouvert le dossier et a découvert des photos de surveillance de Raphaël rencontrant une femme qu'il ne reconnaissait pas. Elle était élégante, bien habillée et visiblement plus âgée que Raphaël d'au moins 10 ans. Voici Margaret Sims, expliqua Derek. 42 ans, riche divorcée, propriétaire de 3 salles de sport en Caroline du Nord. C'est la bailleuse de fonds de Raphaël et, selon nos informations de surveillance, sa responsable. Ce n'est pas une simple liaison, Aaron. C'est une opération systématique visant à détruire ta famille et à te voler tout ce que tu possèdes. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Raphaël n'était pas entré dans la vie de Samantha par hasard. Il y avait été délibérément placé. La question était de savoir pourquoi Marguerite avait perdu son mari dans un accident d'entraînement militaire 8 ans auparavant. Derek poursuivit, capitaine Edmund Barry, corps des marines. L'accident fut ensuite classé secret défense, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles il s'agissait d'un exercice d'entraînement conjoint de la Delta Force qui aurait mal tourné. Marguerite nourrit depuis une rancune envers les forces spéciales. Aaron étudia les photos avec une précision glaciale. Il ne s'agissait pas seulement d'adultère. C'était une vengeance contre l'armée, avec sa famille comme victime collatérale. Cette révélation transforma sa rage en quelque chose d'encore plus dangereux, une fureur calculée. Ils arrivèrent à une planque que de Rurik avait établie à 5 km du quartier d'Aaron. Manuel Wolf était déjà sur place, avec suffisamment de matériel de surveillance pour mener une petite opération de renseignement. Les murs étaient couverts de photos, de documents et de chronologies qui dressaient un tableau complet du complot contre la famille d'Aaron. Votre femme a été complètement isolée, rapporta Manuel. Raphaël et Marguerite lui ont systématiquement retiré tout soutien. Ses amis pensent qu'elle a été trop occupée pour socialiser. Sa famille la croit heureuse de sa nouvelle relation, et les enseignants de votre fils à l'école ont été informés que papa était déployé et maman stressée. Aaron a examiné les photos de surveillance de sa propre maison. Des photos qui montraient Raphaël se prélassant dans le fauteuil inclinable d'Aaron, portant les vêtements d'Aaron et dormant dans son lit, mais les images les plus accablantes montraient Daniel. Son fils, plein de vie et joyeux, paraissait maintenant maigre, effrayé et renfermé. Le garçon a des accidents à l'école, continua Manuel d'un ton sombre. Mariage, crise de panique pendant la sieste, comportement agressif envers les autres enfants, les signes classiques de maltraitance psychologique. Raphaël a intensifié ses traitements envers Daniel, essayant probablement de forcer le garçon à se résigner et à l'accepter comme une figure paternelle. La formation d'Aaron en guerre psychologique lui a révélé exactement ce qui se passait. Raphaël détruisait systématiquement la psyché d'un enfant de 6 ans en utilisant des techniques frisant la torture. Le fait que Samantha le permette la rendait tout aussi coupable aux yeux d'Aaron. Et les options juridiques, demanda Aaron, même si son ton suggérait déjà qu'il savait que la réponse ne le satisferait pas de Rurik secoua la tête. Les avocats de Marguerite ont été très occupés. Ils ont documenté chacun de vos déploiements. Ils vous ont dépeint comme un père absent, et ils ont des témoins prêts à témoigner que Samantha a été émotionnellement abandonnée par son mari militaire. De plus, sans preuve matérielle de maltraitance et avec le soutien de Samantha à Raphaël, le tribunal aux affaires familiales accorderait probablement, au mieux, des visites surveillées. L'expression d'Aaron devint encore plus froide. Le système judiciaire trahirait son fils comme il avait trahi tant d'autres.
Mais le colonel Aaron Weaver disposait de ressources bien supérieures aux tribunaux civils. « Montrez-moi la surveillance en temps réel », ordonna Aaron. Manuel activa une série d'écrans diffusant les images de micro-caméras placées autour de la maison d'Aaron et du quartier. Les images qui apparurent firent bouillir Aaron. Raphaël était dans la cuisine d'Aaron en train de préparer le petit déjeuner, vêtu de sa chemise préférée. Samantha était assise à table et riait d'une remarque de Raphaël. Et Daniel, le doux et innocent Daniel, assis dans un coin, picorait sa nourriture avec l'expression vide d'un enfant brisé. Sous leurs yeux, Raphaël s'approcha de Daniel et lui saisit brutalement le menton, forçant Daniel à le regarder. « Que dis-tu quand papa te prépare le petit déjeuner » demanda Raphaël. La lèvre inférieure de Daniel trembla. « Merci, Raphaël. Ce n'est plus mon nom. C'est Danny ?» Les yeux du garçon de 6 ans se remplirent de larmes, mais il murmura « Merci, papa. » Raphaël sourit de satisfaction et ébouriffa les cheveux de Daniel d'un geste à la fois possessif et menaçant. « Bravo. Tu vois comme c'est facile quand on écoute. » Aaron se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Derek et Manuel avaient suffisamment travaillé avec Aaron pour reconnaître les signes. Le colonel passait de la collecte de renseignements à la planification opérationnelle. « Je veux une surveillance électronique complète sur chacun d'eux », ordonna Aaron. « Chaque appel, chaque SMS, chaque email. Je veux savoir ce qu'ils préparent, ce qui les effraie et ce qui leur tient le plus à cœur. Je veux leurs dossiers financiers, leurs habitudes de déplacement et leur profil psychologique. » Et puis, demanda Manuel, bien qu'il se doutât qu'il connaissait déjà la réponse. Le sourire d'Aaron était glacial. « Alors je vais les détruire si complètement qu'ils regretteront d'avoir entendu le nom de Weaver. Mais d'abord, je vais récupérer mon fils. » Tandis qu'Aaron étudiait les images de surveillance, observant son enfant souffrir dans ce qui était autrefois un foyer aimant, il commença à élaborer un plan combinant sa formation dans la Delta Force, ses ressources en opérations secrètes et son refus absolu de pardonner à quiconque aurait fait du mal à sa famille. La phase de reconnaissance était terminée. Maintenant, la véritable opération allait commencer. Chapitre 4. Collecte de renseignements et points de pression. Aaron passa les 72 heures suivantes à mener ce qu'il qualifiait en privé de reconnaissance approfondie. Le genre de collecte de renseignements qui aurait impressionné ses contacts à la CIA et terrifié ses cibles s'ils avaient connu l'ampleur de ses découvertes. Le rapport d'autopsie complet du docteur Ivan Moore sur Herman Weaver confirma l'empoisonnement à la digitaline, mais surtout, il fournit une chronologie. Herman était décédé environ 6 heures après son dernier contact connu avec Samantha, au cours duquel des voisins rapportèrent l'avoir vu quitter sa maison, l'air bouleversé et déterminé. Des images de vidéosurveillance d'une station-service voisine montraient Herman quittant le quartier d'Aaron en voiture à 16h23 et il fut retrouvé mort dans son appartement à 22h15. « Votre père a découvert quelque chose cette nuit-là », expliqua le docteur Moore lors de leur appel vidéo crypté. La concentration de digitaline suggère qu'il a été empoisonné peu après avoir quitté votre domicile. Quelqu'un l'a suivi jusque chez lui. Aaron serra les dents. Son père était mort en essayant de protéger Daniel. L'opération de surveillance de Manuel s'était transformée en une véritable opération de renseignement. Réseau. Des caméras cachées couvraient désormais toutes les entrées de la maison d'Aaron, du gymnase de Raphaël, des commerces de Margary et même de l'école fréquentée par Daniel. Ce qu'ils découvrirent dressa un tableau encore plus sombre qu'Aaron ne l'avait imaginé. Raphaël ne se contentait pas de maltraiter psychologiquement Daniel. Il le documentait. Des caméras dans le gymnase de Raphaël le révélèrent en train de visionner des séquences vidéo des séances de discipline de Daniel avec Marguerite, discutant des techniques pour briser la résistance du garçon et accélérer le processus d'acceptation. Il traite votre fils comme un prisonnier militaire soumis à un interrogatoire. Derek observa d'un air sombre les images. Raphaël utilise des techniques de guerre psychologique classiques, isolement, dégradation, peur et dépendance à la force. Mais la preuve la plus accablante provenait des communications interceptées entre Marguerite et un contact inconnu. Les messages cryptés, décodés par les cyberspécialistes de l'équipe SEAL de Nathan, révélèrent la véritable ampleur du complot. Phase 3 terminée. Un message disait. Cible principale éliminée. Cible secondaire montrant une résistance attendue. Recommander une intensification des protocoles de pression. Un autre message envoyé quelques heures seulement après la mort d'Herman était encore plus effrayant. Nettoyage réussi. Aucune trace de preuve. Le sujet ignore toujours la portée de l'opération.
Poursuivre la chronologie de l'extraction des actifs. Aaron comprit qu'il ne cherchait pas seulement à voler sa famille. Il prévoyait de disparaître complètement avec Daniel. Sa réponse fut rapide et impitoyable. Grâce à ses contacts au sein de la Delta Force, Aaron lança ce qu'il appelait une cartographie des points de pression, identifiant tout ce qui importait à Marguerite et Raphaël et lançant des attaques systématiques contre leur fondation. La première cible d'Aaron fut l'empire commercial de Marguerite, grâce à une série d'informations anonymes transmises aux inspecteurs sanitaires, aux pompiers et aux vérificateurs fiscaux. Ces 3 salles de sport furent simultanément frappées d'infractions dont la résolution coûterait des centaines de milliers de dollars. Mais Aaron n'en avait pas fini. Grâce à ses contacts et aux renseignements militaires, Aaron découvrit que la fortune de Marguerite provenait en grande partie de l'assurance vie de son défunt mari, une assurance qui avait été versée malgré les circonstances suspectes entourant la mort du capitaine Barry. Aaron fit en sorte que cette affaire soit rouverte discrètement par les enquêteurs militaires. La pression financière n'est qu'un début, expliqua Aaron à son équipe. Je veux qu'ils se sentent traqués, paranoïaques, constamment à la recherche de leurs arrières. Quand les gens ont peur, ils commettent des erreurs. Raphaël s'est avéré être une cible plus facile. La vérification des antécédents d'Aaron a révélé que son casier judiciaire, scellé, comportait des accusations d'agression contre un enfant plus jeune. Des informations qui auraient détruit sa relation avec Samantha si elle les avait apprises. Mais Aaron avait mieux prévu. Grâce au contact de Manuel dans le milieu du MMA, Aaron a organisé une sélection aléatoire de Raphaël pour un dépistage antidopage renforcé par la Commission sportive de l'État. Le test révélerait son usage intensif de stéroïdes anabolisants, des substances connues pour provoquer un comportement agressif et des sautes d'humeur. Plus important encore, le test serait public, humiliant Raphaël devant la communauté où il avait bâti sa réputation. Mais le coup de maître d'Aaron était plus personnel. Grâce à des profils psychologiques approfondis compilés par des psychologues militaires, Aaron a identifié la plus grande faiblesse de Raphaël, son besoin impérieux de respect et d'admiration. L'identité de Raphaël était ainsi construite. Il s'est mis à détruire systématiquement cette image. Des publications anonymes ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, révélant le casier judiciaire de Raphaël, sa consommation de stéroïdes et sa propension à cibler les épouses de militaires. Les journaux locaux ont été informés de l'activité de coaching relationnel de Raphaël, qui s'est avéré cibler des femmes vulnérables à des fins d'exploitation financière. En quelques jours, l'image soigneusement construite de Raphaël s'est effondrée. Il commence à paniquer, a rapporté Manuel, montrant à Aaron des images de surveillance de Raphaël faisant les 100 pas dans le bureau de Marguerite. Son abonnement à la salle de sport a baissé de 40%. 2 sponsors importants l'ont abandonné et quelqu'un a tagué sa voiture, voleur de femmes, à la bombe hier soir. Aaron a souri froidement. La peur rend les gens réactifs plutôt que stratégiques. Maintenez la pression. Pendant ce temps, Aaron recueillait des renseignements sur Samantha qui lui brisaient le cœur et affermissaient sa détermination. Des communications interceptées ont révélé qu'elle prévoyait d'emmener Daniel et de disparaître avec Raphaël dans les 2 semaines. Marguerite avait préparé de nouvelles identités pour chacun d'eux, avec de faux papiers et des comptes bancaires offshore. Mais la découverte la plus dévastatrice fut une conversation enregistrée entre Samantha et Raphaël, évoquant le conditionnement final de Daniel. Le garçon doit oublier complètement Aaron, dit Samantha sur l'enregistrement, d'une voix froide et calculatrice. Quoi qu'il en coûte. S'il ne t'accepte pas de bon gré, alors nous devons envisager des mesures plus extrêmes. Je peux le briser, répondit Raphaël avec assurance. Accorde-moi une semaine de séances intensives et il ne parlera plus jamais de son père. Aaron passa l'enregistrement 3 fois, chaque écoute le renforçant de plus en plus, la femme qu'il avait épousée n'existait plus. La Samantha qu'il avait aimée avait été remplacée par quelqu'un prêt à torturer psychologiquement son propre enfant pour entretenir sa relation fantasmée. Alors qu'Aaron finalisait ses plans pour la prochaine phase de son opération, il prit une décision qui l'aurait choqué, mais qui semblait tout à fait naturelle à l'homme qu'il était devenu, il n'y aurait ni réconciliation, ni pardon, ni pitié. Sa famille avait été attaquée, son père assassiné et son fils systématiquement détruit. Les responsables paieraient un prix qui servirait d'avertissement à quiconque envisagerait de menacer un membre de la famille Weaver à l'avenir. La phase de collecte de renseignements était terminée. Il était temps d'agir directement. Chapitre 5. Guerre psychologique déclenchée. La campagne de guerre psychologique d'Aaron débuta à 3 heures du matin un mardi, avec la précision d'une opération militaire et la cruauté d'un homme qui avait perdu tout ce qu'il considérait comme sacré.
Marguerite Sims fut réveillée par le son du système de sécurité de sa maison qui lançait une alerte intrusion. Lorsqu'elle se précipita vers son panneau de contrôle, toutes les caméras montraient la même image, une photo de son défunt mari, le capitaine Edmund Barry, avec la mention « Il sait » écrit en rouge sur son visage. Lorsqu'elle appela son entreprise de sécurité, ils ne trouvèrent aucune trace d'effraction ni aucune explication quant à la façon dont les images avaient été placées sur ces caméras. Mais ce n'était que le début. Tout au long de la journée, Marguerite reçut une série de messages de plus en plus inquiétants. D'abord, son directeur commercial l'appela pour signaler qu'une plainte avait été déposée auprès du bureau du procureur général de l'État pour fraude à l'assurance dans la mort du capitaine Barry. Puis, son avocat l'appela pour l'avertir que les enquêteurs militaires demandaient tous les dossiers relatifs à l'accident d'entraînement de son mari. Le soir venu, Marguerite recevait des appels de numéros indétectables, avec un silence de mort à l'autre bout du fil. Mais l'écran affichait toujours la même chose, Edmund Barry. L'agression psychologique de Raphaël était encore plus ciblée et dévastatrice. Aaron avait étudié la psychologie de Raphaël en profondeur et identifié sa principale faiblesse, son besoin désespéré d'être perçu comme un mâle alpha dominant. L'attaque d'Aaron visait à détruire systématiquement cette image de lui-même de la manière la plus humiliante possible. Raphaël arriva à sa salle de sport et trouva une foule rassemblée autour d'un panneau affiché sur la porte d'entrée. Il s'agissait de son casier judiciaire, agrandi et plastifié, avec le titre suivant « Un agresseur d'enfants enseigne l'autodéfense ». En dessous se trouvaient les résultats de ses analyses de stéroïdes et une analyse médicale détaillée de l'impact des stéroïdes sur la chimie cérébrale et l'augmentation des tendances violentes. Lorsque Raphaël a arraché les affiches, des copies identiques sont apparues sur chaque voiture du parking en moins d'une heure. Mais l'arme psychologique la plus cruelle d'Aaron était d'utiliser sa propre communauté de MMA contre lui. Grâce au contact de Manuel, Aaron a fait en sorte que plusieurs de ses anciens partenaires d'entraînement reçoivent des colis anonymes contenant des preuves de son utilisation de stéroïdes, de ses attaques contre les épouses de militaires et de son casier judiciaire. La réaction a été rapide et dévastatrice. Ses anciens partenaires d'entraînement l'ont confronté publiquement à la salle de sport, le traitant d'escroc et de prédateur. Lorsque Raphaël a tenté de riposter, son contrôle émotionnel compromis par les stéroïdes l'a fait perdre son sang-froid de manière spectaculaire, confirmant tout ce qu'on leur avait dit sur son agressivité induite par les produits chimiques. La confrontation a été enregistrée et mise en ligne sur les réseaux sociaux en quelques heures. Aaron a regardé la vidéo avec une satisfaction froide. La réputation soigneusement bâtie de Raphaël s'effondrait à vue d'œil et, plus important encore, sa stabilité psychologique commençait à se fissurer. Mais l'opération psychologique la plus sophistiquée d'Aaron visait Samantha elle-même. Grâce à une analyse approfondie de ses modes de communication et de sa psychologie comportementale, Aaron avait identifié les motivations psychologiques fondamentales de Samantha, son besoin de sécurité, sa peur de l'abandon et son désir désespéré d'être perçue comme une bonne mère. La campagne d'Aaron visait à attaquer ces trois facteurs simultanément. D'abord, Aaron organisa pour Samantha une série de rencontres apparemment fortuites qui allaient semer le doute sur Raphaël. Une mère inquiète de l'école de Daniel mentionna avoir vu Raphaël se disputer agressivement avec des enfants dans une cour de récréation. Un employé d'une épicerie reconnut Raphaël grâce à un article sur les violences conjugales, article qu'Aaron avait publié dans un journal local. Un pharmacien demanda par hasard si Raphaël prenait toujours des médicaments pour gérer la colère. Chaque rencontre était soigneusement scénarisée pour paraître naturelle tout en renforçant le même message. Raphaël était dangereux et instable. Pendant ce temps, Aaron travaillait à une approche plus directe de la psychologie de Samantha. Grâce au réseau de surveillance de Dererick, Aaron apprit que Samantha cherchait en ligne comment aider les enfants à s'adapter à un nouveau père et à détecter les signes de traumatismes infantiles. Son historique de recherche suggérait qu'elle s'inquiétait de plus en plus des changements de comportement de Daniel. Aaron exploita parfaitement cette situation. Samantha commença à recevoir des colis anonymes contenant des articles de psychologie infantile décrivant précisément les symptômes de Daniel, certains passages étant surlignés en rouge. Ces articles décrivaient des violences psychologiques, des conflits de loyauté forcés et les dommages à long terme causés par des figures paternelles de substitution utilisant des tactiques d'intimidation. Les colis contenaient toujours une note manuscrite. Une vraie mère protégerait son enfant. Aaron pouvait surveiller l'état émotionnel de Samantha grâce au flux de surveillance, et il la regardait avec une satisfaction froide devenir de plus en plus agitée et incertaine. Elle commença à interroger Raphaël sur ses interactions avec Daniel, à se renseigner sur des thérapeutes pour enfants et, surtout, à prendre du recul face au comportement de plus en plus exigeant de Raphaël.
La pression psychologique exercée sur les 3 cibles produisait exactement l'effet escompté par Aaron, paranoïa, conflit interne et stress croissant qui les poussait à se retourner l'un contre l'autre. Les communications interceptées montraient que Marguerite commençait à se demander si l'opération valait le risque. Raphaël devenait de plus en plus instable et difficile à contrôler, et Samantha commençait à se demander si elle n'avait pas commis une terrible erreur. Mais l'arme psychologique la plus dévastatrice d'Aaron restait à venir. Vendredi soir, alors que Raphaël et Samantha étaient assis dans le salon d'Aaron à discuter de leur projet de disparition avec Daniel, les lumières se sont soudainement éteintes. Lorsqu'elles se sont rallumées 30 secondes plus tard, toutes les photos encadrées de la maison avaient été remplacées par des images d'Aaron en tenue militaire complète, de son unité Delta Force et, plus effrayant encore, par des photos de surveillance de Raphaël et Marguerite se rencontrant en secret. Le message était clair. Aaron savait tout. Il observait tout, et il arrivait. Lorsque Raphaël, paniqué, a appelé Marguerite, son téléphone est tombé directement sur la messagerie. Marguerite était en pleine crise. Tous les appareils de la maison diffusaient en boucle un enregistrement de la voix de son mari, qui lui demandait « Marguerite, pourquoi les as-tu laissés me tuer ?» Alors qu'Aaron regardait les flux de surveillance de sa maison de sécurité, il a vu 3 personnes qui avaient été confiantes des conspirateurs il y a 12 heures maintenant réduites à des personnes paranoïaques et terrifiées qui commençaient à soupçonner qu'elles faisaient face à un ennemi beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La phase de guerre psychologique était terminée. Les 3 cibles étaient désormais émotionnellement compromises, stratégiquement isolées et amorcées psychologiquement pour la phase finale du fonctionnement d'Aaron. Mais d'abord, Aaron a dû extraire son fils d'un danger immédiat parce que l'intelligence qu'il avait rassemblée a suggéré que la rupture psychologique de Raphaël était sur le point de devenir violente, et Daniel était la cible la plus probable pour sa rage. Chapitre 6. L'extraction. L'opération la plus dangereuse d'Aaron a commencé à l'aube samedi matin lorsque les aliments de surveillance ont montré que l'état psychologique de Raphaël se détériorait rapidement. L'homme arpentait la maison d'Aaron comme un animal en cage, criant à Samantha de la guerre psychologique et exigeant de savoir si elle avait parlé à quelqu'un de ses plans. Il est sur le point de casser, a observé Manuel, surveillant les indicateurs de stress de Raphaël grâce à des capteurs biométriques à distance qu'ils ont plantés. Déchipel cardiaque élevé, schéma de mouvement erratique, et il a été éveillé depuis 36 heures d'affilée. Comportement classique de la prévoyance. Aaron a pris la décision qui définirait tout ce qui a suivi. Daniel a dû être extrait immédiatement de cette maison, quelles que soient les conséquences juridiques. Nathan, j'ai besoin que vous vous positionnez à l'école de Daniel, Aaron a ordonné à son frère. Si cela tourne mal, vous obtenez Daniel et disparaissez jusqu'à ce que je puisse gérer la situation. Compris, répondit Nathan sombrement. Qu'en est-il des forces de l'ordre local? Le détective Chambers est en marche, mais officiellement, il ne sait rien de cette opération. Déni plausible pour tout le monde. Le plan d'extraction d'Aaron était élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son exécution. Il utiliserait la paranoïa de Raphaël et l'instabilité psychologique pour créer une situation où Raphaël retirerait Daniel de la maison lui-même, faisant ressembler l'extraction à la propre décision de Raphaël. L'opération a commencé par un seul appel téléphonique au téléphone portable de Samantha à 6h47 Samantha. La voix d'Aaron était calme, contrôlée et absolument terrifiante dans son intensité tranquille. Vous avez 1 heure pour éloigner mon fils de cet homme avant de venir le chercher moi-même. La voix d'Aaron Samantha était tremblante, effrayée. Comment avez-vous? Nous avons changé les serrures. Comment vas-tu? Je connais Raphaël. Je connais la Marguerite. Je connais mon père. Et je connais le plan de disparaître avec Daniel. La voix d'Aaron n'a jamais dépassé le niveau conversationnel, mais chaque mot portait le poids d'une certitude absolue. Vous avez 1 heure. La ligne est morte. Aaron a regardé à travers les flux de surveillance tandis que Samantha courait vers Raphaël dans une panique, lui montrant le journal d'appel. La réaction de Raphaël était exactement ce que Aaron avait prédit. Rage explosive combinée à la peur paranoïaque. Il bluffe. Cria Raphaël, mais son langage corporel a montré qu'il n'était pas convaincu. Comment pourrait-il savoir sur tout cela? Il est resté à l'étranger. Ce que Raphaël ne savait pas, c'est qu'Aaron était à moins de demi de distance et avait été depuis 4 jours. La prochaine décision d'Aaron a été conçue pour intensifier la paranoïa de Raphaël en action. Grâce à l'expertise technique de Manuel, chaque appareil de la maison a commencé à recevoir le même SMS simultanément. 1 heure, puis je rentre à la maison.
La réponse de Raphaël a été rapide et prévisible. Il a attrapé Daniel de sa chambre, a jeté des vêtements dans un sac et a annoncé qu'il partait immédiatement pour la cabine de Margary dans les montagnes. Nous y resterons jusqu'à ce que cela souffle, a déclaré Raphaël à Samantha alors qu'il gérait grossièrement l'enfant terrifié de 6 ans. Votre ex-mari veut jouer à des jeux? Laissez-le nous trouver. C'était exactement ce que Aaron avait manipulé Raphaël vers. La cabine de montagne était isolée, défendable et, surtout, elle a retiré Daniel des zones peuplées où des civils pourraient être pris dans le feu croisé de ce qui allait se passer. Alors que le camion de Raphaël se retirait de l'allée avec Samantha et Daniel à l'intérieur, 3 véhicules séparés ont commencé à suivre à des distances discrètes. Aaron était dans le véhicule principal, Nathan était dans le deuxième et Manuel a évoqué l'arrière avec une équipe technique qui pourrait gérer tous les besoins de surveillance électronique ou de communication. Le trajet vers la cabine de montagne de Margary a duré 90 minutes, donnant à Aaron le temps de coordonner avec les actifs qu'il avait positionnés dans toute la région. 2 anciens agents de Delta étaient déjà en place près de la cabine, et le docteur Yvan Moore se tenait dans un établissement médical à 30 minutes au cas où Daniel aurait besoin de soins immédiats après ses expériences traumatisées. Les renseignements d'Aaron ont indiqué que la Marguerite était déjà dans la cabine et qu'elle a apporté une sécurité supplémentaire. 2 entrepreneurs privés avec des antécédents douteux et un équipement coûteux. Ce n'était plus un différend domestique. C'était une opération de style militaire avec son fils en otage. Alors que le camion de Raphaël montait dans les montagnes, Aaron a pris une décision qui a franchi une ligne qu'il n'avait jamais pensé qu'il traversait en tant que soldat américain. Il était sur le point de mener une opération noire sur le sol américain contre les citoyens américains. Mais ils avaient assassiné son père et torturé son fils. Dans l'esprit d'Aaron, ils avaient perdu tout droit à la protection juridique. Le terrain de montagne autour de la cabine de Margary était parfait pour le type d'opération qu'Aaron s'était entraîné pour toute sa vie d'adulte. La forêt dense a fourni une dissimulation. Les voies d'approche multiples offraient une flexibilité tactique, et l'isolement ne signifiait aucun témoin ni victime civile. L'équipe d'assaut d'Aaron a pris des positions autour de la cabine à l'arrivée du camion de Raphaël. Grâce à des lunettes à grande puissance, il pouvait voir Daniel être tiré du véhicule, le visage du garçon STRE avec des larmes et son petit corps tremblant de peur. Règle d'engagement, Aaron a parlé dans sa radio. L'objectif principal est l'extraction de l'enfant indemne. L'objectif secondaire est la capture de toutes les cibles adultes pour l'interrogatoire. Force mortelle autorisée si l'enfant est menacé. Copiez cela, colonel. Sont venues les réponses de son équipe. Aaron pouvait voir Raphaël à travers sa portée, agitant une arme de poing en criant en Marguerite sur la guerre psychologique et les tactiques militaires. L'homme avait clairement une ventilation complète, ce qui le rendait imprévisible et extrêmement dangereux. Mais c'est ce qu'Aaron a vu ensuite qui a fait tourner son sang et a déclenché la réponse la plus violente de sa carrière. Raphaël a attrapé Daniel par le bras et le secoua violemment, criant « Tout cela est de votre faute. Votre papa pense qu'il peut me faire peur. Je vais lui montrer ce qui se passe lorsque les gens essaient de faire peur à Raphaël Baxter. » Ensuite, Raphaël a sorti un couteau. La fureur d'un père dont l'enfant était en danger mortel immédiat. S'était positionné dans une formation tactique parfaite autour de la cabine de montagne. Les routes de West Escape et 2 agents de Delta Aaron avaient appelé en tant que faveur scellée l'approche sud. Aaron lui-même a pris la position d'assaut direct. Sa lunette s'est entraînée sur la position de Raphaël près de la fenêtre principale de la cabine. Je veux d'abord que le garçon extrait. La voix d'Aaron était froide et professionnelle à la radio. Tout le reste est secondaire. Le mouvement d'ouverture était une grenade flashbang jetée par la fenêtre arrière de la cabine, suivie immédiatement de l'entrée de Nathan par la porte arrière. L'explosion et la lumière aveuglante ont envoyé tout le monde à l'intérieur en mode panique. Mais l'équipe d'Aaron a déménagé avec la précision d'une montre suisse. Le premier instinct de Raphaël a été exactement ce qu'Aaron avait prédit. Il a attrapé Daniel comme un bouclier humain, pressant le couteau vers la gorge de l'enfant terrifié. Mais Raphaël avait fait une erreur tactique fatale. Il se positionna devant la fenêtre principale, donnant à Aaron un coup clair. Laissez le garçon partir, Raphaël. La voix d'Aaron est passée par un orateur tactique. Vous êtes entouré de gens qui tuent pour gagner votre vie. Votre seule chance est de libérer mon fils. Aaron Weaver. Raphaël a crié, sa voix craquant avec peur et rage. Je savais que tu viens, mais si tu essaies quelque chose, je vais lui couper la gorge. Samantha se recroquevrait dans le coin, voyant enfin Raphaël pour ce qu'il était vraiment,
un prédateur dangereux ayant une dépression psychologique complète. Marguerite cherchait une arme lorsque le laser rouge de Nathan est apparu sur son front. Je ne le ferai pas, conseillait calmement Nathan. Le profil psychologique d'Aaron de Raphaël l'avait préparé à ce moment. L'homme était un lâche dans son cœur, quelqu'un qui a prié sur le vulnérable, mais s'est effondré face à une véritable opposition. Les prochains mots d'Aaron ont été conçus pour détruire complètement le sang-froid de Raphaël. Raphaël, tu as tué mon père. Vous avez torturé mon fils, et maintenant vous tenez un couteau à la gorge d'un enfant de 6 ans. Pensez-vous vraiment qu'il y a un scénario où vous vous éloignez de cette vivante? La main de Raphaël a commencé à trembler. Le couteau vacilla contre le cou de Daniel. Tu es juste un grognement. Cria Raphaël. Juste un autre soldat stupide. Je n'ai pas peur de toi. La réponse d'Aaron a été livrée dans le même ton conversationnel qu'il pourrait utiliser pour commander du café. Raphaël, je suis colonel Aaron Weaver, Delta Force. J'ai tué plus d'hommes que vous ne l'avez rencontré de toute votre vie. J'ai renversé les gouvernements, éliminé les cellules terroristes et mené des opérations qui ne seront jamais déclassifiées. Et en ce moment, vous tenez la seule chose au monde qui me tient vraiment à cœur. La cabine est restée silencieuse, sauf pour les sanglots silencieux de Daniel. Alors, voici ce qui va se passer. Aaron a poursuivi, vous allez déposer ce couteau et vous éloigner de mon fils. Ensuite, vous allez répondre à quelques questions sur qui d'autre a été impliqué dans cette opération, et si vous coopérez, je pourrai vous laisser vivre. La rupture psychologique de Raphaël s'est accélérée. Des années de maltraitance des stéroïdes, combinées au stress de la semaine dernière et à la prise de conscience qu'il faisait face à un vrai prédateur, a fait en sorte que son emprise sur la réalité se soit complètement cassée. Non. Raphaël a crié, élevant le couteau plus haut. Je contrôle ici. Je suis celui avec la phrase terminée brusquement alors que le tir de tireur d'élite d'Aaron a emmené Raphaël à travers l'épaule droite, l'éloignant de Daniel et laissant tomber le couteau. Nathan a traversé la porte et couvrait Daniel avant que Raphaël ne touche le sol. Papa, cria Daniel, coulant vers la voix d'Aaron. Je suis là, mon fils. Aaron appela alors qu'il se dirigeait vers la cabine. Tout va bien se passer maintenant. Mais l'opération était loin d'être terminée. Marguerite a toujours constitué une menace et Aaron avait besoin d'informations sur la portée complète du complot contre sa famille. Marguerite a tenté de négocier. Colonel Weaver, c'était toute l'idée de Raphaël. J'essayais juste de l'aider à rassembler sa vie. Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé. Aaron est entré dans la cabine avec son arme formée sur la Marguerite. Son expression absolument froide. Daniel a couru vers lui et Aaron a soulevé son fils avec un bras tout en gardant son fusil pointé sur Marguerite avec l'autre. Marguerite Sims, a dit calmement Aaron. Vous avez financé un complot pour assassiner mon père, kidnapper mon fils et détruire ma famille. Vous pensez que revendiquer l'ignorance va vous sauver. Raphaël se tordait sur le sol, criant à propos de son épaule blessée, mais Aaron l'a complètement ignoré. Son attention était concentrée sur la Marguerite, qui commençait à réaliser que son argent et ses avocats n'allaient pas l'aider dans cette situation. Que voulez-vous? Demanda Marguerite, sa voix tremblant. Je veux des noms, a répondu Aaron. Je veux connaître tous ceux qui étaient impliqués dans cette opération. Je veux savoir qui vous avez ciblé, et je veux savoir exactement comment vous prévoyez de faire disparaître ma famille. Samantha, qui s'était silencieuse tout au long de la confrontation, a finalement parlé. Ah, je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'ai jamais voulu que Daniel se blesse, a dit Raphaël. Samantha. La voix Aaron a coupé ses paroles comme la glace. Vous avez permis à un autre homme de torturer psychologiquement notre fils. Le co-conspirateur qui avait trahi leur enfant. Les systèmes et finalement volé leurs actifs et leurs enfants. La mort du mari. Nous allions emmener Daniel en Amérique du Sud. Marguerite a avoué. Nouvelles identités, nouvelle vie. Il vous aurait finalement oublié. L'expression d'Aaron n'a jamais changé, mais Nathan a remarqué que les mains de son frère se serraient légèrement. Et mon père, Raphaël a paniqué. Marguerite a admis. Votre père posait trop de questions, menaçant d'appeler les enquêteurs fédéraux. Raphaël a dit que c'était juste censé le rendre malade. Pas. Nous n'avons jamais voulu qu'il meure. Aaron a absorbé ces informations avec le contrôle émotionnel d'un soldat professionnel. Mais à l'intérieur, sa rage se construisait vers quelque chose qui terrifierait quiconque comprenait vraiment de quoi il était capable.
Comme les véhicules d'urgence sont finalement arrivés, Aaron avait permis aux chambres détectives de découvrir la situation. Après que les menaces immédiates ont été neutralisées, Aaron a pris une série de décisions qui définiraient le reste de sa vie. Raphaël et Marguerite seraient confrontés à la justice, mais pas aux gens disponibles dans les tribunaux civils. Aaron avait des contacts et des ressources qui pourraient s'assurer qu'ils ont disparu dans les systèmes où leur argent et leurs avocats seraient inutiles. Samantha perdrait tous les droits à Daniel et dépenserait le reste de sa vie sachant qu'elle avait choisi un monstre sur son propre enfant. Et Aaron reconstruirait sa vie autour de la seule chose qui comptait vraiment, protégeant et élevant son fils. Mais d'abord, il y aurait une dernière phase de son opération, garantissant que le message a été envoyé à toute autre personne qui pourrait envisager de cibler les familles des militaires. Chapitre 8. Justice au-delà de la loi. 3 semaines après la confrontation de la cabine de montagne, Aaron Weaver s'est assis dans une salle de conférence sécurisée à Fort Bragg, entouré d'hommes dont les rangs et l'autorité ont été classés au-dessus de la plupart des niveaux d'autorisation des responsables gouvernementaux. La réunion avait été organisée par des canaux qui n'existaient pas officiellement, discutant d'une opération qui n'apparaîtrait jamais dans aucun dossier militaire. Le général Roman Valence a ouvert la réunion avec une déclaration qui a défini tout ce qui a suivi. Messieurs, nous avons une situation de terrorisme domestique qui menace les familles des militaires à l'échelle nationale. Le colonel Weaver a découvert un complot qui opérait en toute impunité pendant 5 ans. Le système judiciaire civil est insuffisant pour lutter contre la portée de cette menace. Aaron a présenté sa preuve méthodiquement. 12 familles de militaires ciblées, des millions et des actifs volés, des enfants psychologiquement traumatisés et chez son père K, meurtre. La conspiration avait fonctionné en exploitant l'incapacité des systèmes juridiques à gérer les tactiques de guerre psychologiques complexes et la réticence des tribunaux civils à comprendre la dynamique familiale militaire. Le modèle montre une planification et une exécution sophistiquées, a expliqué Aaron. Marguerite Sims a dirigé cette opération comme une campagne militaire, ciblant des types spécifiques de familles et utilisant des techniques de manipulation psychologique qui froncent à la torture. Le major Emmanuel Henderson, représentant les renseignements militaires, a ajouté « Notre enquête suggère que les liens internationaux, les faux documents d'identité et les banques offshore suggèrent que cette opération faisait partie d'un effort plus important pour compromettre le personnel militaire. » Ce que Aaron n'a pas dit, mais toutes les personnes dans la salle comprenaient que cette réunion n'était pas une question de justice conventionnelle. La punition à travers les canaux normaux. Il avait maintenant une autorisation officielle pour ce qu'il avait l'intention de faire de toute façon. Raphaël Baxter a disparu du centre de détention fédéral où il attendait le procès 3 jours après la réunion. Le rapport officiel a déclaré qu'il avait été transféré dans une autre installation pour des raisons de sécurité, mais aucun dossier du transfert n'existait. Raphaël a simplement disparu dans le système d'opération noire qu'Aaron ne savait mieux que la plupart des civils. Les contacts d'Aaron dans la communauté du renseignement ont assuré que Raphaël était placé dans un établissement où les abuseurs d'enfants ont reçu une attention très particulière des gardes et des autres détenus. Raphaël survivrait, mais ses années restantes seraient consacrées à la peur et à la douleur constante, une punition appropriée pour ce qu'il avait fait à Daniel. Marguerite Sims a fait face à une forme de justice plus complexe. L'enquête d'Aaron avait révélé que sa richesse provenait de la fraude à l'assurance liée à la mort de son mari et qu'elle visait systématiquement les familles des militaires comme une vengeance pour un accident de formation qui avait été la faute du capitaine Barry. Mais les procureurs civils avaient du mal à construire des cas qui entraîneraient des peines significatives. Aaron a résolu ce problème grâce à ses contacts internationaux. Les comptes offshore de Marguerite ont mystérieusement transféré leur contenu à un fonds soutenant les familles des militaires touchés par le stress du déploiement. Ces actifs commerciaux ont été saisis par le biais d'audits de l'IRS qui ont révélé des décennies d'évasion fiscale. Ces propriétés ont été condamnées par des inspections de logements qui ont trouvé des violations environnementales. En 6 semaines, Marguerite est passée de la mondaine riche au sans-abri et en faillite. Mais le toucher le plus cruleux d'Aaron s'arrangeait pour qu'elle soit inculpée devant un tribunal international de traite des êtres humains, une accusation qui comportait des peines beaucoup plus sévères que tout ce qui est disponible dans le système américain. Le dernier Aaron a entendu dire que Marguerite purgeait 25 ans dans une prison sud-américaine où les conditions étaient considérablement moins confortables que les installations américaines. Mais la justice la plus personnelle d'Aaron était réservée à Samantha. La procédure de divorce a été rapide et brutale. Les avocats d'Aaron, les meilleurs experts juridiques militaires disponibles, ont présenté des preuves du complot de Samantha pour kidnapper Daniel, sa participation à la violence psychologique et son rôle dans le meurtre d'Herman Weaver.
Les tentatives de Samantha de prétendre qu'elle a été manipulée s'est effondrée lorsque l'équipe d'Aaron a présenté des enregistrements de sa discussion, de la résistance de Daniel et de la planification de sa disparition. Le juge Lester Piper, le mentor d'Aaron de West Point, a attribué à Aaron la garde à vue avec une ordonnance d'interdiction qui a empêché Samantha de tout contact avec Daniel. Mais la véritable vengeance d'Aaron était plus subtile et dévastatrice. En utilisant ses ressources d'intelligence, Aaron s'est assuré que tout le monde dans le cercle social de Samantha a appris exactement ce qu'elle avait fait. Son emploi à l'agence des services sociaux s'est terminé lorsque les superviseurs ont découvert qu'elle avait participé à la maltraitance des enfants. Sa famille l'a renié quand ils ont appris qu'elle avait aidé à planifier l'enlèvement de leur petit-fils. Ses amis l'ont abandonnée lorsqu'ils ont réalisé qu'elle avait choisi un criminel sur son propre enfant. Samantha s'est retrouvée complètement isolée, au chômage et faisant face à des accusations criminelles qui la suivraient pour le reste de sa vie. Le message final d'Aaron à elle a été remis par le biais de son avocat. Vous avez choisi votre côté. Vivez maintenant avec les conséquences. La justice d'Aaron s'est étendue au-delà des conspirateurs immédiats. Son enquête avait identifié 3 autres hommes qui avaient travaillé avec Raphaël pour cibler les familles des militaires. Les 3 se sont retrouvés confrontés à diverses formes d'attention d'Aaron, aux audits de l'IRS, aux enquêtes sur l'immigration et aux accusations criminelles qui semblaient provenir de nulle part, mais qui étaient en fait le résultat de la collecte de renseignements méthodiques d'Aaron. Le message était clair pour quiconque pourrait envisager de cibler les familles des militaires. Le colonel Aaron Weaver avait des ressources illimitées et une mémoire absolument impitoyable. Alors qu'Aaron a conclu ses opérations de justice, il a pris une décision finale qui a surpris même ses alliés les plus proches. Il a demandé le transfert dans une position du Pentagone qui lui permettrait de créer un nouveau programme, un système de réponse rapide pour protéger les familles des militaires contre les menaces domestiques. Nous ne pouvons pas empêcher chaque attaque, a expliqué Aaron au général Valence. Mais nous pouvons nous assurer que quiconque cible nos familles fait face à des conséquences qui vont bien au-delà des forces de l'ordre civil. Le programme a été approuvé immédiatement et a reçu un financement illimité. Le dernier acte d'Aaron au lendemain était de visiter la tombe de son père avec Daniel. Le garçon, qui se remettait lentement de son traumatisme grâce à une thérapie intensive, a placé des fleurs sur la pierre tombale de son grand-père. « Papa ?» demanda doucement Daniel. « Les mauvaises personnes reviennent-elles jamais ?» Aaron s'agenouilla à côté de son fils, sa voix douce, mais absolument certaine. « Non, Daniel. Ils ne reviennent jamais, et personne ne vous fera plus jamais de mal. » Alors qu'il s'éloignait du cimetière, Aaron a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé. L'homme qui avait autrefois cru au pardon et à la justice juridique était devenu quelque chose de plus difficile et plus dangereux. L'opération a été complète, mais la mission du colonel Aaron Weaver de protéger les familles des militaires. Et la redécouvre à ce que l'enfance devrait ressentir. Les cauchemars, mais le thérapeute recommandé du docteur Ivan Moore, le docteur Chelsea Bass, avait fait des merveilles pour aider Daniel à traiter ses expériences. Plus important encore, Daniel apprenait à faire confiance, à se sentir à nouveau en sécurité et à comprendre que son père le protégerait toujours. « Papa » a déclaré Daniel, rebondissant dans le bureau avec un bulletin scolaire. « Madame Quindy, je suis le meilleur lecteur de ma classe. » Aaron sourit, soulevant son fils sur ses genoux. « C'est parce que tu es brillant, tout comme ton grand-père. » Ils avaient déménagé dans une nouvelle maison en Virginie près de l'affectation du Pentagone d'Aaron. Le nouveau départ avait été essentiel pour les deux, un endroit sans souvenir de la trahison de Samantha ou de la présence de Raphaël. Nathan avait aidé à déménager, et l'oncle Nathan est resté une présence constante dans la vie de Daniel, offrant le type de stabilité familiale qu'Aaron considérait comme essentiel. Le nouveau poste d'Aaron en tant que directeur des opérations de sécurité familiale lui a donné accès à des réseaux de renseignement qui surveillaient les menaces contre les familles des militaires à l'échelle nationale. Le programme qu'il avait créé montrait déjà des résultats. Les prédateurs suspects ont été identifiés tôt, les familles vulnérables ont reçu un soutien immédiat et des complots potentiels ont été démantelés avant de pouvoir causer des dommages. Nous avons identifié une autre situation en Californie, a rapporté Derek Henry lors de leur briefing hebdomadaire. Derek avait accepté un poste permanent auprès du programme d'Aaron, trouvant le travail plus satisfaisant que l'enquête privée. Mère célibataire, mari déployé, nouveau petit ami suspect avec une formation criminelle. Modèle classique. Équipe de réponse. Demanda Aaron, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Déjà en position. La surveillance du traitement de manuel.
Les forces de l'ordre local sont informées et nous avons des services familiaux. Celui-ci sera résolu avant qu'il ne dégénère. Aaron hocha la tête avec satisfaction. Chacun a empêché l'attaque validé sa conviction que les familles des militaires avaient besoin d'une protection au-delà de ce que les systèmes civils pouvaient fournir. Le juge plus large qu'Aaron avait orchestré a continué de se dérouler. Raphael Baxter avait été retrouvé mort dans sa cellule de prison 3 mois plus tôt, officiellement un suicide, bien qu'Aaron soupçonnait que les autres détenus s'étaient simplement fatigués de sa présence. Les Sims de Marguerite sont restés dans la prison sud-américaine et ses appels internationaux pour de meilleures conditions ont été systématiquement refusés. Samantha avait tenté de contacter Daniel 2 fois intermédiaire, mais les protections juridiques d'Aaron ont tenu ferme. Elle avait été forcée de déménager dans un autre État après que sa participation au complot est devenue largement connue en Caroline du Nord. Aaron n'a ressenti aucune sympathie. Elle avait fait ses choix et vivait avec les conséquences. Mais l'accomplissement la plus importante d'Aaron a été le rétablissement de Daniel. Le garçon qui avait été retiré et effrayant était maintenant confiant, heureux et sécurisé dans l'amour de son père. Daniel a joué au baseball Little League, excellé à l'école et avait développé un groupe d'amis dont les parents étaient toutes les familles des militaires qu'Aaron avait personnellement vérifié. « Papa, dit Daniel lors du dîner ce soir-là. Le père de Tommy se déploie le mois prochain. Voulez-vous vous assurer que sa famille est en sécurité pendant qu'il est parti ?» Aaron sourit à la compréhension de son fils de son travail. « Absolument, c'est ce que nous faisons. » Aaron avait également reconstruit les relations avec des amis familiaux et militaires élargis qui ont fourni à Daniel un réseau de soutien plus large. Le détective Ron Chambers était devenu une figure de grand-père honoraire. Les collègues de la police d'Herman Weaver ont régulièrement vérifié Daniel et l'équipe d'Aaron Delta Force. Les membres se sont assurés de visiter chaque fois que possible. La guérison s'est étendue à Aaron lui-même. La rage qui avait entraîné ces opérations de vengeance s'était installée dans une vigilance calme et déterminée. Il dormait mieux en sachant que Daniel était en sécurité, que les menaces étaient surveillées et que la justice avait été rendue à ceux qui avaient attaqué sa famille. La victoire finale d'Aaron a peut-être été la plus satisfaisante. Son programme avait connu un tel succès qu'il était étendu à l'international, protégeant les familles des militaires américains stationnés à l'étranger. Le travail lui a donné un but au-delà de la vengeance personnelle. Il construisait quelque chose qui protégerait des milliers de familles contre le type d'attaque systématique que sa propre famille avait enduré. Un soir, alors qu'Aaron glissait Daniel au lit, le garçon a posé une question qui montrait sa remarquable maturité. « Papa, tu me manques maman ?» Aaron considérait attentivement sa réponse. La personne que je pensais qu'elle était, Daniel. Mais la vraie Samantha a choisi de vous blesser, et je ne pourrai jamais pardonner cela. Vous et moi sommes une famille maintenant, et c'est suffisant. Daniel acquiesça sérieusement. J'aime mieux notre famille. Vous me gardez toujours en sécurité. Toujours, Aaron a promis. Peu importe quoi. Alors qu'Aaron quittait la chambre de Daniel, il a réfléchi à la façon dont sa vie avait été reconstruite. L'homme qui avait autrefois cru au mari et pardon était devenu une autre personne qui avait bien compris que betrayal pouvait provenir de quiconque, même pour vous. Mais sur dédié tous les jours pour s'assurer que Daniel se produirait, à aimer et sécuriser. Aaron Weaver a ressenti une satisfaction plus profonde que la vengeance. Terrorisé était maintenant sûr. Les conspirateurs qui avaient semblé intouchables avaient été éliminés. Les familles des militaires qui auraient pu être ciblées étaient désormais protégées. Et le colonel Aaron Weaver, l'homme qui n'a jamais pardonné et n'a jamais oublié, avait trouvé sa véritable mission, s'assurant qu'aucune famille ne souffrirait jamais ce qui avait enduré. En fin de compte, Aaron n'avait pas seulement gagné. Il avait créé un héritage qui protégerait les innocents longtemps après la fin de sa propre guerre. Ce fut la victoire la plus complète de toutes. C'est là que notre histoire touche à sa fin.